Bonsoir à tous, merci de votre fidélité au Club de la Presse, votre émission de débat et d'analyse sur l'actualité politique nationale et internationale. Ce soir encore, l'actualité politique africaine est particulièrement dense et parfois mouvementée. Deux sujets majeurs vont retenir notre attention. En Côte d'Ivoire, le PDCI RDA traverse une nouvelle zone de turbulence au sein de son groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Des tensions internes éclatent au grand jour. Plusieurs députés ont suspendu leur participation aux activités du groupe, révélant des dissensions profondes autour du leadership et de la stratégie politique du parti. La direction du parti a dû appeler ses élus au calme et à la discipline pour préserver l'unité. Faut-il y voir une simple crise passagère ou le symptôme d'un malaise plus profond dans l'un des plus anciens partis politiques ivoiriens? Ensuite, on mettra le cap sur le Sénégal. Là-bas, le tandem au sommet de l'État, formé par le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, semble être en train de s'effriter. Les divergences politiques et stratégiques se font de plus en plus visibles entre les deux hommes, pourtant alliés historiques dans la conquête du pouvoir en 2024. Assiste-t-on à une simple divergence d'approche ou aux prémices d'une nouvelle crise politique au Sénégal? Autant de questions auxquelles nous allons apporter analyse avec nos invités. Comme il est de coutume, ils sont 4 autour de cette table, entre autres Jérôme Ndri, journaliste pour le compte du tabloïd Le Nouveau Réveil. Bonsoir Jérôme Ndri. Bonsoir Ahmed. Bienvenue. Prêt à attaquer le débat? Bon. D'accord. Bledson Mathieu fait face à vous. Il est secrétaire général de rédaction à Fraternité Matin. Bledson Mathieu, bonsoir. Oui, bonsoir Ahmed. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ouais, merci à vous aussi. Lansine Bakayoko, journaliste et chef du service économie à la rédaction de RTI1. Lansine Bakayoko, bonsoir. Bonsoir Ahmed Siloué. Sur ce plateau. Merci. Et ensuite Saint-Claver Oula, journaliste et éditorialiste à Le Panafricain. Saint-Claver Oula, bonsoir. Bonsoir Ahmed Siloué. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Les reportages introductifs seront signés Davis Oyon. Installez-vous, mesdames et messieurs, le débat commence maintenant. Merci de nous rejoindre dans le Club de la Presse. Depuis plusieurs semaines, des tensions internes agitent le PDCI RDA. Plusieurs députés ont suspendu leur participation au groupe parlementaire du parti, signe d'une fracture politique qui semble s'approfondir. La direction du parti appelle au dialogue et à la retenue afin de préserver l'unité à l'approche des prochaines échéances politiques. Le débat autour de la question s'ouvre juste après les précisions de Davis Oyon. Énième tension au PDCI RDA. 4 députés annoncent la suspension de leur participation au sein du groupe parlementaire. Il s'agit de Jérémy Alfred Ongwa, député maire d'Aboisseau, Alain Adja, député de Port-Boué, Eliane Inzi Nda et Atanas Kwame, député de Bokanda commune. Ils protestent contre la gestion de maître Chrysostome Blessy, président du groupe parlementaire PDCI RDA. Ils lui reprochent particulièrement le défaut de concertation, le déficit de communication, l'exclusion des anciens députés des postes du bureau de l'Assemblée. Pour eux, ce retrait vise à éclairer le dysfonctionnement qui porterait préjudice à la cohésion au sein du groupe parlementaire. Une situation relativisée par le principal concerné. Maître Chrysostome Blessy affirme ne pas avoir posé d'acte de commandement. Mercredi 11 mars, rebondissement dans le dossier. L'un des frondeurs, Atanas Kwame, a présenté ses excuses au président du groupe parlementaire et à Tidjane Thiam, président du parti. Le député de Bokanda commune a renoncé à son retrait et déclare être entièrement à la disposition du groupe parlementaire et du PDCI RDA. Pourquoi autant de remous au sein du plus vieux parti du Côte d'Ivoire ? Retour sur le plateau du Club de la Presse, mesdames, messieurs, excusez-moi, nous allons analyser justement cette crise qui est en train d'intervenir au sein du PDCI RDA. Comment vous interprétez cette action de certains députés du groupe parlementaire du PDCI RDA? Jérôme Ndri. Écoutez, on va dire que c'est une crise peut-être passagère, mais il faut l'analyser avec moins de passion et avec beaucoup d'intérêt. Il s'agit de quoi? Il s'agit de 4 députés qui reprocheraient quelque chose à leur président, le président du groupe parlementaire. C'est pourquoi il n'est pas trop juste de dire qu'il y a une crise au sein
que ce n'est pas au sein du PDC-RDA. Quand on parle de crise au sein du PDC-RDA, peut-être c'est une crise qui est au sein de la direction ou au sein des instances. Mais là, ce n'est pas au sein des instances. C'est au sein du groupe parlementaire. Appartient au PDC-RDA. Non, c'est juste comme nous, on analyse les faits. Donc, c'est bien de dire qu'il a une crise au sein du groupe parlementaire. Donc, ces 4 députés qui reprochent des choses au président du groupe parlementaire ont décidé de suspendre leur participation aux activités du groupe parlementaire. Bon, chemin faisant, il y a l'un d'entre eux, député Athanase, qui est revenu sur sa décision. Qu'est-ce qu'il reproche au président du groupe parlementaire? Et il reproche au président du groupe parlementaire de ne pas être trop associé, de ne pas trop communiquer au sein du groupe parlementaire. Et Maître Blessier a répondu pour dire non, qu'au niveau du groupe parlementaire, par exemple, l'un des griefs, c'est que les anciens députés ne font pas partie du bureau du groupe parlementaire. Mais Maître Blessier a répondu à la question. Le bureau n'a même pas encore achevé la mise en place du bureau qui est en cours encore. Donc, il ne peut pas dire qu'ils ne font pas partie. Dans tous les cas, il a indiqué qu'il prendrait son bateau de pèlerin pour essayer de rencontrer les uns les autres pour amener de l'ordre. Et au niveau de la direction, un travail est fait. La preuve, c'est que le député Athanase a été reçu vendredi par le secrétaire exécutif en chef pour essayer d'aplanir ce qu'il y a à aplanir. Et je peux vous rassurer qu'au sein du groupe, au sein du PDCI, des démarches sont en cours pour essayer d'aplanir. Vous verrez que ça sera juste une crise passagère et que tous les 32 députés vont se retrouver pour travailler au sein de l'Assemblée nationale. Sinon, vraiment, ce n'est pas une crise au sein du PDCI comme on veut le faire croire. D'accord. Alors, Bledson Mathieu, certains observateurs parlent des crises d'ego. Est-ce que vous trouvez cette analyse pertinente? Oui, on peut parler de crise d'ego. C'est vrai que Jérôme essaie de minimiser. C'est vrai aussi qu'on ne peut pas dire que cette crise-là touche l'ensemble de la formation politique, parce qu'une formation politique, c'est d'abord les militants. Ici, les militants ne sont pas directement concernés, et ensuite la direction. Mais il ne faut pas non plus dire que ce n'est pas grand-chose et que c'est juste un petit groupe de députés qui entre eux et puis il y a problème. Non, les députés du groupe parlementaire PDCI incarnent des élus. Donc on ne peut pas dire que quand ils ne sont pas contents, c'est juste à balayer du revers de la main. Mais surtout que ce qu'ils expriment, d'autres avant eux l'ont exprimé, et encore avant et avant. C'est-à-dire au PDCI, quand Thiam arrive, quand Bédié est rappelé à Dieu, il y a des élections. Ça a été normal qu'il y ait beaucoup de candidats. Mais apparemment, cette crise-là, c'est-à-dire que depuis l'élection de Didier Thiam jusqu'à aujourd'hui, cette première crise, ce n'était pas une vraie crise, c'était des ambitions normales. Il y avait Caillou, il y avait Yassé, il y avait tous ceux qui voulaient être candidats. Après l'élection, apparemment, le président n'a pas réussi à faire l'union. Parce que c'est pratiquement les mêmes qu'on va retrouver après les législatives qui vont estimer qu'eux, ils se sont battus, ils ont été élus et que leur président ne les a pas reçus. Et puis ils apprennent que le président a désigné un président du groupe parlementaire. Donc il y a 3 qui vont se détacher. Il s'agit des maires de Cocody, de Plateau et de Port-Boué. Aujourd'hui, les 4 disent exactement la même chose. C'est que on est dans le groupe parlementaire, il n'y a pas eu de réunion et on apprend qu'il y a eu des nominations. Donc c'est exactement les mêmes griefs retenus par là. Bon, finalement, il y a le député de Bokanda qui a, lui, été à la limite approché ou a eu de la sagesse de ne pas révéler, de ne plus continuer la fronde. Mais c'est vraiment inquiétant. C'est inquiétant parce que on veut, nous, en tant qu'Ivoiriens, l'idéal, c'est d'avoir une bonne démocratie. Une bonne démocratie, c'est des partis forts, au pouvoir. Et ceux qui sont dans l'opposition doivent s'organiser, aller sur le terrain, conquérir de l'espace, de sorte que la démocratie puisse s'exprimer. Mais quand on voit qu'un parti d'opposition est plus intéressé à régler des problèmes internes ou à les laisser grandir, c'est inquiétant. D'autant plus que lors des législatives, si le PDCI a perdu la moitié de ses élus, c'est aussi parce qu'ils ont voulu régler des comptes. Guikavier, qui était légendaire militant du PDCI, mais ici, numéro 2 du PDCI, n'a pas eu le parrainage. Ça, c'est une des conséquences. On s'en va au municipal. Il est à craindre que les députés qui sont aussi maires et qui
manifeste un certain désaccord avec la direction du parti. Il est à craindre qu'il n'ait pas non plus le parrainage. Et là encore, le PDCI va diminuer peut-être de moitié encore le nombre de ces... C'est pas très intéressant en fait. La démocratie, je veux dire. Merci. Saint-Claver, votre analyse? En fait, cela est en train de devenir une tradition au niveau du PDCI concernant les différents groupes parlementaires. Vous vous rappelez, hein, ça a été un peu le même scénario avec le président de ce groupe parlementaire passé, Simon Doho, quand il avait été désigné par le président Henri Konan Bédié, suite à la mésentente des différents candidats qui étaient là, Jean-Louis Billon, Guy Kaoué, Yasmine Ouignet, le président Henri Konan Bédié a désigné l'honorable Simon Doho pour être le président du groupe parlementaire. Vous avez vu toute la contestation qu'il y a eu autour, les crocs en jambes, l'affront qu'il y a eu, des accusations de détournement et autres. En réalité, il n'y avait rien et le président Henri Konan Bédié lui a apporté ouvertement son soutien suite à une note écrite. Donc aujourd'hui, en fait, cette question de leadership, cette question de go, revient encore à nouveau avec l'actuel président du groupe parlementaire, Jean Chrysostome Blessy, qui a la caution du président de ce parti, du président Tidjane Thiam, et de toute la direction du parti. Aujourd'hui, il fait face à une certaine fronde. Et la sortie de l'honorable Kwame Kofi Athanase démontre que c'est... Pour ma part, que c'est un peu malsain ce qui se fait aujourd'hui au niveau du PDCI, plus particulièrement au niveau du groupe parlementaire de ce parti-là. Pour de tels problèmes, des gens, ils viennent tout de suite sur la place publique pour exposer des situations. Ça perturbe ce parti et ça crée une certaine tension inutile. Pour vous, ça relève de la cuisine interne du PDCI? Oui, ça relève de la cuisine interne. Et la sortie de l'honorable Kwame Athanase le démontre si bien. Il a dit qu'il est allé au contact, qu'il a échangé avec le secrétaire du parti. Aujourd'hui, il est dans ses droits de dire qu'il peut revenir au... Mais c'est ce qu'il devait faire bien avant. C'est ce qu'il devait faire bien avant. Il ne faut pas chercher à fragiliser le parti, déstabiliser le parti, perturber les militants qui aujourd'hui font face à une certaine situation. En fait, moi, je ne comprends pas que des militants du PDCI à ce stade, avec ce statut, des cadres de ce parti, ne comprennent pas aujourd'hui qu'ils ont besoin de cohésion, qu'ils ont besoin d'unité et que cette unité-là doit passer par eux qui sont au sommet. Il faut poser des actes qui puissent rassurer les militants qui sont sur le terrain et qui aujourd'hui font face à un régime qui ne leur donne pas de répit. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Et il faut que ces cadres du PDCI-là, ils acceptent que quand la direction ou le président de ce parti désigne un cadre et lui confie des responsabilités, il faut qu'ils se mettent en rang serré. Vous voyez, il faut que les gens sachent que la cohésion aujourd'hui pour le PDCI, qui est un parti résilient, et il faut le noter, qui a été traversé par des vagues de démissions, de choses, des débauchages. Il faut qu'ils comprennent que ce parti-là, plus que jamais, au moment où le président Alassane Ouattara entame son 4e mandat, qui je crois bien est le dernier mandat, et qu'à l'arrivée, il faudrait qu'il y ait de nouvelles têtes qui se présentent pour lui succéder, il faut que ce parti-là comprenne que la cohésion est aujourd'hui très importante pour pouvoir relever la tête et pouvoir aller sereinement à la conquête du pouvoir. Bien compris. Lansine Bakayoko, est-ce que cette crise, justement, ne peut pas fragiliser le PDCI-RDA à l'Assemblée nationale et réduire sa capacité d'opposition? Mais le PDCI est aujourd'hui un pays complètement fragilisé. C'est un pays émietté. Vous avez vu que... Oui, c'est un parti émietté, j'allais dire. Parce que vous voyez que c'est un parti qui descend en pourcentage depuis de très longues années. Aujourd'hui, il n'y a pas d'élection qui montre que le PDCI est en train de retrouver une certaine vivacité ou bien une nouvelle jeunesse. C'est un parti qui est en régression permanente. Et cette trajectoire, à mon avis, ne va pas s'arrêter puisque elle sera toujours descendante. Mais moi, je ne suis pas du tout surpris. Parce que, je l'ai toujours dit sur ce plateau, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire ne mérite plus son nom.
parce que l'antidémocratie est devenue systémique dans ce parti. Et il faut qu'on arrête avec le déni. Il y a une crise profonde qui se passe au PDCI, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une sorte de défiance de toute personne qui est représentant du président Tidjane Thiam, dont l'élection a été fortement contestée. Parce qu'il est clair aujourd'hui que ce leadership-là ne fait plus unanimité, n'a jamais fait l'unanimité au sein du PDCI. Parce que tout le monde sait dans les conditions dans lesquelles le président Tidjane Thiam est venu à la tête du PDCI. Il est venu quasiment de façon frauduleuse. Parce que les conditions de son élection, d'une élection crédible, n'étaient pas du tout réunies et lui-même ne remplissait pas du tout les conditions. Je veux dire, les critères d'éligibilité n'étaient pas en sa faveur, mais on a forcé la porte et on lui a donné un tabouret. Alors, il est assis sur ce tabouret qui, jusque-là, certains sont encore dans les réminiscences de cette Assemblée générale qui a porté Tidjane Thiam à la tête du sommet, donc de ce congrès, j'allais dire. Et donc, Tidjane Thiam est clairement aujourd'hui dans un fauteuil éjectable parce que cette contestation ne va pas s'arrêter. C'est vrai, il y a un qui s'est débiné, il s'est désisté, mais il est clair que c'est un départ de feu qui va devenir forcément un incendie, un grand incendie, ça se voit clairement, et ce n'est pas simplement à partir de ces suspensions, parce que, Oula l'a rappelé, il y avait eu des personnes, non des moindres, notamment les 3 maires les plus importants de la commune d'Abidjan, qui sont membres du PDCI, avaient effectivement émis également un vœu de non-démocratie dans le parti, et ils avaient contesté cela. Et vous voyez aujourd'hui qu'il y a de nouveaux députés qui, effectivement, viennent aussi pour dire que tout le monde n'a pas droit à la parole et que les choses se font de façon dictatoriale dans le parti. Ce que nous avons identifié depuis toujours. Nous avons identifié qu'il y a un déni de démocratie au sein de ce parti. Nous l'avons toujours dit, Jérôme. Cela est incontestable. Donc, c'est pour ça que je dis que ces fragilités du PDCI ne sont pas du tout artificielles parce que ces fragilités ressemblent à des choses qui sont congénitales. C'est-à-dire le déficit de démocratie devient de plus en plus congénital au PDCI qui fait que ces fragilités vont se prononcer et vont, à mon avis, même si elles n'emportent pas le parti, mais elles vont le réduire comme peau de chagrin au fur et à mesure qu'on ira vers des échéances beaucoup plus importantes. Mais en le disant, je le dis franchement avec le cœur meurtri, parce que moi je veux qu'il y ait un contre-pouvoir assez consistant, assez puissant, pour que la démocratie ivoirienne soit une réalité et qu'il y ait de la vitalité dans le débat dans l'espace public. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, l'opposition est empêtrée dans des contradictions internes. Le PDCI, rien ne va au PDCI. Bon, le PPACI aujourd'hui est réduit quasiment à l'état de vestige. Et donc, pour moi, cela donne la latitude, c'est-à-dire une puissance de forte amplitude au RHDP. Et moi, je ne suis pas tellement pour cela. Il faut que le RHDP, qui est dans son hégémonie, soit quand même réduit. Mais réduit comment? Avec des partis politiques d'opposition qui ont de la puissance, qui ont de la force. Or, aujourd'hui, on est loin du cas. Et ça, c'est quelque chose qui doit être examiné en profondeur. Alors, Jérôme Dri a l'air très, très pressé de réagir à cette argumentation, cet argumentaire de Lansine Bakayoko. Mais à vous, j'aimerais demander, est-ce que, à l'approche finalement de futures échéances électorales, le parti n'est pas fragilisé par ces crises-là? Non, le parti n'est pas fragilisé. C'est pourquoi, à l'entame de mes propos, je dis qu'il fallait faire attention en analysant cette crise. Parce que quand Bakayoko dit que c'est une crise profonde qui traverse le parti, donc là j'étais d'accord avec Belson Mathieu qui dit que non, ce n'est pas les militants qui sont pour tout tirer avec la direction du parti. C'est au sein du groupe parlementaire. Il faut circonscrire cette crise-là au sein du groupe parlementaire. On ne dira pas, par exemple, qu'au RADP, parce que le ministre Sidi Touré et Assaouro ont failli se battre à la rue Le Pic, ou encore Vagondo et Mabri Touaké sont en parlant qu'il y a une crise qui traverse le RADP. Non. Si on le dit, si Bakayoko le dit, il faudrait qu'il peut reconnaître aussi qu'au RADP, il y a une profonde crise. Non, dans le cas d'espèce, le leadership qui est contesté. C'est le leadership du PDCI qui est contesté. Les ministres se battent, non. Il fallait lire la déclaration des députés. Le RADP, ce sont des rivalités internes. Ce sont des rivalités régionales. Non, mais là, c'est le leadership même qui est fortement contesté. Jamais. C'est une contestation de forte amplitude. Tu n'as pas lu la déclaration des députés. Va prendre la déclaration du député Athanas. Le deuxième chapitre, il a été très clair dans son deuxième chapitre. Il a dit, nous réaffirmons notre engagement et notre fidélité au président Tidjane Thiam. Il a même regretté
pourquoi ces déclarations sont trouvées sur la place publique. Il a dit que c'était un courrier adressé au président du groupe parlementaire qui s'est retrouvé malencontreusement sur les réseaux sociaux. Il a même dit, c'est pourquoi il s'est... Il ne faut pas casser le thermomètre. Non, la fièvre existe. Il ne faut pas casser le thermomètre, la fièvre existe. Bakayoko, tu es un journaliste. C'est pas parce que ça a fuité que ça n'existe pas. Ça a fuité, mais le fait existe, c'est qu'il y a une crise. Il faut analyser les faits. C'est pourquoi j'ai dit, si tu veux faire du parallèle, non, on fera du parallèle. Parce qu'au RADP, il y a ces crises ce choc d'ambition. C'est le même choc d'ambition dans tous les partis politiques. Cela relève de la dynamique des partis politiques. Mais cela ne veut pas dire qu'un parti politique est fragilisé au point que... Non, c'est pas vrai. Le PDCI n'est pas fragilisé, le PDCI n'est pas en crise. C'est ce qu'il faut retenir. Le PDCI n'est pas en crise. Et c'est des situations, et là, Oula l'a rappelé, même avec autant du président Bédié, tout puissant, sur le PDC-RDA, il y a eu des contestations, d'autres ont été contestés. Même Nzi Eliane, on se rappelle, même sa nomination comme vice-président à l'Assemblée nationale, ça a été contesté. Mais c'est des trucs internes à l'époque, comme le président était là, c'est des choses qui ne sont pas sorties sur la plaque, ça a été contesté. Cela relève de la dynamique et de la marche de tout parti politique. Il y a les chocs d'ambition, même le président Bédié à l'époque, avec Yassé, il y a eu ce choc d'ambition. Les chocs d'ambition animent les partis politiques. Mais cela ne voudrait pas dire que des partis politiques soient en crise. Une profonde crise, non. Moi, je ne veux pas qu'on puisse utiliser ce terme de profonde crise. C'est vrai, il y a une crise au sein du groupe parlementaire qui relève du choc des ambitions des différents cadres, comme ça se fait dans les autres partis politiques. Mais c'est des choses, il y a des mécanismes internes au PDC-RDA qui se sont en marche pour pouvoir régler ces choses-là. C'est vrai, on regrette que ça soit sur la place publique, alors qu'il y a des mécanismes. Nous avons, par exemple, le collège des vice-présidents au PDC-RDA, il y a le conseil des sages, tout ça, qui peut régler ces choses en interne. Nous avons regretté. Et quand le député Atana dit que non, c'est quand il a été reçu par le secrétaire exécutif en chef, et il a entendu, il revient sur sa décision, Oula l'a dit, pourquoi n'avoir pas mené cette démarche-là avant même de pouvoir mettre ça sur la place publique? C'est la question qu'on se pose. Finalement, ce ne sont pas les grognes du peuple, ce peuple-là qui a élu ces députés qui sont finalement retranscrits par ces... Non, pas vraiment. Pas vraiment, ce n'est pas le grogne du peuple. Ce qu'il faut regretter, même ce qu'il faut craindre, c'est que ces députés-là, à force de pouvoir tirer tout sur la corde, ils peuvent être même en porte-à-faux avec ceux qui les ont élus. Parce que le PDCI, comme tout parti politique, il y a quand même des démarches. Il y a la discipline du parti qu'il faut respecter. Et il y a également les militants qui sont comme les juges de ce parti-là. Parce qu'il faut retenir une chose, c'est pas l'homme, c'est pas le cadre qui fait le parti, c'est le parti qui fait le cadre. La preuve, il y a des gens qui sont soustraits de ce parti-là pour aller être un candidat indépendant. Ah oui, c'est le parti qui fait le cadre. C'est ce que vous dites là. Ils ont vu qu'ils ont perdu les élections. Donc quand par exemple, tu veux aller en contradiction ou bien en contradiction avec le parti, fais très attention. Mais je pense que c'est des choses qui seront réglées puisqu'il y a des démarches qui sont menées. Mais il faut retenir que le PDC n'est pas en crise. C'est le groupe parlementaire qui est traversé par peut-être une crise temporaire, je peux dire. Alors, Bledson Mathieu, est-ce que ce genre de mouvement dans les partis politiques ou bien au sein du Parlement, du groupe parlementaire, ne peut pas affecter la confiance entre les militants et les élus, ou le parti même en général? Oui, il faut se méfier. J'ai écouté Jérôme, je l'ai écouté assez attentivement. Il y a deux situations. Parce que le militant, celui qui décide, c'est l'électeur. Il est à la fois militant, électeur à l'intérieur de son parti, mais il est surtout électeur lors des scrutins. Et si on a besoin de lui, c'est à ce niveau-là que lui, son jugement porte. Il peut avoir l'impression que celui qui l'a élu ou le cadre titille trop la direction du parti, il se désolidarise. Mais il peut aussi avoir l'impression que la direction est dictatoriale et donc soutenir le cadre. C'est les deux situations, on a beaucoup d'exemples. Si le militant a l'intime conviction que son élu, son représentant est maltraité au niveau de la direction, lui change. Et justement, c'est pour ça que je demande à Jérôme de ne pas trop minimiser, comparer. Non, je ne le minimise pas. Je ne le minimise pas. Intéressant. Il a dit qu'au RHDP aussi, il y a des ambitions personnelles. Il y a des chocs d'ambition. On n'a pas trouvé ça sur la place publique. Si, c'était sur la place publique. Non. Il n'y a pas un groupe de... Le RHDP a été confronté à des défis plus importants. Non, dans Saouré, le ministre Sidi Touré, par exemple, on a eu des gens, c'était sur la place publique. Vas-y. Le RHDP a été confronté à des challenges plus énormes que le PDCI au Parlement. C'est le RHDP qui a désigné le président de l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas vu un seul député produire un courrier pour dire non, lui se désolidarise.
Pourquoi? Parce que Patrick Achi a été choisi par le président Ouattara en présence de tous les membres. Le problème du PDCI, c'est qu'ils n'ont pas de tête. Le président... Pas de quoi? Tête. Pourquoi? Le président Tidiane Thiam est à 6000 km d'Abidjan. Quand il est venu pour briguer la direction du parti, il y a eu 2 blocs. Un minoritaire, certainement, et l'autre. Ceux qui le combattaient disaient que Thiam a été absent pendant au moins 20 ans. Et puis les autres ont dit, mais ce n'est pas bien grave, c'est notre fils, c'est notre frère. Même s'il a été absent pendant 20 ans, qu'il revient au village, on l'accepte comme chef parce qu'il est revenu. Ceux qui ont soutenu cet argument sont les majoritaires. Le problème, Thiam ne leur a pas dit, dès que je suis président, je vais m'asseoir en France. Or, depuis avril, en avril le prochain, le PDC va fêter ses 80 ans. Ça va coïncider avec les 1 an de Thiam à l'extérieur. Quand vous dites que les frondeurs ne sont pas allés voir la direction c'est le président. Tous les problèmes, quand le problème devient à un certain niveau, c'est le président qui règle. Non, la direction, ce n'est pas forcément le président. La présidente qui est allé voir le secrétaire exécutif en chef. Non. Il est revenu sur sa décision. Non. Il ne faut pas tout ramener au président. La force du président, lorsqu'il s'agit de conflits entre les cadres, la force du président, elle est incomparable. Ce n'est pas un comité de directeurs. Dans un comité de vice-président, de directeurs, les gens ont même rang. Quand le président donne des consignes, quand le président parle, les gens l'écoutent beaucoup mieux. C'est ce qui a fait que Bédié, à l'époque, avait géré les conflits internes. Mais même au fond, quand il prend la direction du PDC, tout n'était pas rose. Par moment, il a dû utiliser un peu de force pour pouvoir régler des problèmes internes au PDCI. Mais il était présent. Donc sa présence, c'est la chose. Je pense qu'au PDC, la question de la présence de Thiam doit être posée. Parce que, Ahmed l'a dit, il y a les prochaines élections qui arrivent. Il n'était pas là pendant la présidentielle, il n'était pas là pendant les législatives. Les municipales arrivent, il n'était pas là. Comment le PDC va préparer la prochaine présidentielle? Et je suis d'accord avec Bakayoko qui dit qu'il faut forcément un parti d'opposition. C'est important pour un pays qu'il y ait un parti d'opposition, à la limite si puissant que le parti au pouvoir est obligé de dire, bon, sachant marcher, sachant régler les problèmes parce que à la moindre déviation, on perd. Mais là, au ce moment, les RADP, ils sont tranquilles, ils vous regardent faire, bon, voilà, et puis ils sont tranquilles. Voilà. Alors, Saint-Claver-Oula, doit-on partir vers une réconciliation, c'est-à-dire réunir tous les membres et en faire un seul bloc solide qui va permettre au RHD, plutôt au PDCI RDA, de reconquérir le territoire et ses militants perdus, ou bien on assiste à une décomposition, une création d'une nouvelle tendance au sein du parti? Non, mais pourquoi? Je pense que ce que vous avez dit en premier lieu, c'est ce qui doit être. Il faut constituer un bloc, il faut rassembler tout le monde et il faut aller vers cela. Et il faudrait que les cadres de ce parti-là soient disposés à ça. Moi, il a soulevé tout à l'heure un problème important, la question de la présence de la tête de ce parti. Moi, je pense que c'est ce qui devait être la première préoccupation des cadres du PDCI. Ils devaient poser le problème de la présence et du retour de leur président. Ils devaient même avoir une ou des missions pour aller le rencontrer. Et on l'a vu ici, certains cadres du PDCI l'ont fait à l'époque, lorsque Bédié est parti en exil, lorsque le général Gueye a fait partie, le président Bédié à l'exil, il y a eu des commissions qui se sont créées au sein du PDCI qui sont allées rencontrer Bédié et qui ont insisté pour que Bédié rentre en Côte d'Ivoire, qui ont discuté avec le général Gueye, qui ont mené des missions diplomatiques ici et là. Et moi, je pense que c'est ce qui devait être la priorité de ces cadres-là aujourd'hui, qui sont en train de lutter pour des strapontins, pour leur positionnement personnel. C'est ce qui doit être leur préoccupation. Parce qu'il faudrait que le président de leur parti, il leur dise pourquoi, jusqu'à présent, il est à l'extérieur du pays. Premièrement. Deuxièmement, leur préoccupation en tant que députés, élus parlementaires, parce que ce sont les populations qui les ont élus. Les populations font face à des situations presque invivables aujourd'hui. Il y a la question de la cherté des loyers, il y a la question de coût des cacao et autres, tout ça. Mais c'est des choses qui devaient les préoccuper, mais sorti du groupe parlementaire PDCI parce que... Mais écoutez, ils disent qu'ils sortent du groupe parlementaire PDCI, mais ils restent militants du parti. C'est quelle logique ça? Quelle est cette logique? Ben, un parti, pour être fort, il faut que ce parti ait des élus. Il faut que ce parti ait des élus. Il faut que le parti démontre sa force à travers ses élus. C'est ce qu'on a l'habitude de voir.
Vous dites, vous êtes élus, les militants de ce parti-là vous élisent pour le positionnement de leur parti à l'Assemblée nationale, pour que vous parlez en leur nom, pour que vous constituiez le groupe, vous restez dans leur groupe parlementaire, vous dites non, vous sortez du groupe parlementaire qui doit parler en leur nom, parler au nom de leur parti, et vous dites non, nous on quitte là-bas, mais on reste militant du... Bon, quand vous le dites, vous intégrez quel groupe parlementaire? C'est pourquoi je dis, c'est des perturbateurs, excusez-moi du thème, mais ils sont en train de perturber les militants qui sont sur le terrain. Ils sont en train de déstabiliser le parti, fragiliser la cohésion de ce parti. Il faut qu'ils arrêtent. C'est bien compris. Mais ils auraient pu dire, avant les élections, ils auraient pu dire, bon, moi je m'en vais me faire élire. Si je suis élu, quand je viendrai, il faudrait qu'on fasse de moi le président du groupe parlementaire PDCI. Ou bien il faudrait qu'on me donne tel poste au sein du groupe parlementaire PDCI. En ce moment, les populations allaient répondre à cette préoccupation sur le terrain. Il ne faut pas attendre d'être élu déjà et venir créer la zizanie au sein du parti, au sein du groupe parlementaire PDCI. Il faudrait que nos personnalités politiques soient au moins sincères avec les populations qui les élisent. Merci infiniment, Saint-Claver Oula. Alors, Lansine Bakayoko, finalement, cette crise ne va pas paradoxalement permettre au PDCI de se réinventer, de se restructurer? Non, le PDCI ne peut plus se réinventer. C'est un parti qui est arrivé au sommet. Ce n'est pas une crise de croissance. Aujourd'hui, c'est un parti qui va faire 80 ans, qui est à bout de souffle. Non, et qui doit. Le PDCI est à bout de souffle. Ce que vous voulez dire, c'est que le PDCI va continuer de péricliter. Le PDCI va continuer à se rabougrir. Parce que le PDCI est à bout de souffle. Le PDCI, aujourd'hui, ne peut plus se régénérer. Le parti est aujourd'hui dans une phase naturelle. Aujourd'hui, il vit de la providence. Et donc, aujourd'hui, manifestement, c'est un parti qui va vers sa disparition progressive. Disparition progressive. Il faut être réaliste quand même. Le PDCI qui a 80 ans va disparaître. Oui, le PDCI a 80 ans, mais écoutez. Tous les vieux partis en dehors de l'UNC, aujourd'hui, ont disparu. Tous les vieux partis, le RPT a disparu, le parti... De Mobutu a disparu. Tous les vieux partis ont disparu. Et aujourd'hui, le PDCI est arrivé à une situation où il va fatalement vers cette direction. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et ça, si on ne reconnaît pas cela, le diagnostic est mal fait. Non, c'est en réalité, le PDCI, en réalité, cette crise ne va pas s'arrêter parce que il faut réformer. Il faut réformer le PDCI. Il faut réformer le PDCI parce que tout est parti sur du faux. Tout est parti sur du faux. Copri Boni, Émile Constant Bombé, les Gervais ont assis Tidjane Thiam de façon artificielle. Il n'a aucun pilier, aucune base. Donc clairement, le PDCI, des élections biaisées, des élections truquées, des élections dont les résultats étaient connus d'avance. Ça t'engage. Les résultats étaient... Mais c'est moi qui ai la parole. Je ne le dis pas par toi, je le dis par moi-même. Donc c'est un parti qui aujourd'hui est un parti complètement hors sol aujourd'hui. Et vous voyez que ces fronts-là ne vont pas du tout s'arrêter. Parce que c'est pour ça que je dis qu'il faut refaire le leadership du PDCI. C'est-à-dire qu'il faut organiser de nouvelles élections et exclure complètement Tidjane Thiam qui gouverne aujourd'hui le PDCI, soit par télégramme, soit par visioconférence. Mais non, on ne gouverne pas un parti comme le PDCI au téléphone ou par des amitiés. Et vous dites, j'ai entendu vous l'a dit, il faut qu'on envoie des missions chez Tidjane Thiam. Mais à la vérité, Tidjane Thiam n'a plus envie de revenir parce qu'il est complètement déconnecté. Parce qu'en son temps, l'honorable Bredoumi était parti en France pour aller le rencontrer. Quand il faisait les yo-yo, s'il va venir ou n'allait pas venir, il faisait des yo-yo là-bas et Bredoumi est parti le rencontrer. Les résultats qui sont sortis, nous n'en connaissons pas la teneur, mais nous voyons aujourd'hui clairement que malgré... Bredoumi est revenu aujourd'hui à l'hémicycle. Mais Tidjane Thiam, il est resté, il a fait cette déclaration, mais il ne veut pas venir dans le chaudron ivoirien, il veut rester là-bas pour qu'on lui serve le pouvoir comme sur du caviar. Pourquoi lui serve le pouvoir sur du caviar? Or, en Afrique, le pouvoir ne s'acquiert pas sur du caviar. Il faut une lutte, et partout ailleurs dans le monde. Il faut se battre. Et ça met du temps, ça demande de l'endurance, ça demande de la présence. Or, aujourd'hui,
Le président Tidjane Thiam est en France. Sa dernière, quand il a quitté la France, ça fait aujourd'hui 1 an. En avril, en tout cas, ça fait 1 an. Quitté la Côte d'Ivoire. Quand il a quitté la Côte d'Ivoire, pour des raisons que lui seul connaît, parce que moi je les ignore, je ne sais pas pourquoi il a quitté la Côte d'Ivoire. Il est parti. Toi, tu ne peux pas il est parti. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'il venait d'être élu. Il était parti après. Il a fait 23 ans à l'extérieur. Il est venu juste après quelques mois, le temps de se faire élire. Il n'a même pas eu. Aucune saison ne s'est passée. Il y a des saisons qu'il n'a pas vues en Côte d'Ivoire. Par exemple, il n'a pas vu la saison pluvieuse ou bien la saison du riz. La saison du riz. Il a fait que quelques mois. Il a repris la poudre d'escampette, il est parti. Il est parti en France. Mais le procès que lui dirige un parti. Le procès que lui dirige un parti important. Un parti important. Mais je dis. S'il vous plaît, le laissez poursuivre. C'est un parti important. Et c'est un parti qui mérite d'avoir son président sur place, d'aller rendre visite aux gens quand il y a les obsèques. Aujourd'hui, le président Kofi est décédé. Tidjane Thiam n'est pas là. Il n'envoie que des délégations pour aller faire les condoléances. Mais quel est le rapport, vous voulez? Il faut qu'il y ait au moins un rapport presque charnel. C'est bien compris. Presque émotionnel entre lui et les militants. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a certains militants du PDC qui n'ont jamais vu Tidjane Thiam de leurs propres yeux. Donc comment voulez-vous que Tidjane Thiam puisse gérer ces militants-là, puisse gérer ces militants-là dans les zones rurales? Dans les zones rurales, qui a vu, qui connaît Tidjane Thiam? Donc je dis, Tidjane Thiam aujourd'hui doit revenir. Tidjane Thiam doit revenir dans son pays. Je termine par là. Tu dis que tu as tenté d'établir un parallèle entre le RHDP et le PDCI. J'ai dit, aucun militant du PDCI, fut-il Vagondo où Mabry Touakos n'a contesté le leadership du président Alassane Ouattara. C'est ça la différence. Mais malheureusement, là où nous sommes, les militants, même les plus basiques, je parle à Athanas, même s'il est élu, c'est ceux-là qui contestent aujourd'hui le leadership en réalité de Tidjane Thiam. Non, ne conteste pas le leadership. Chrysostome n'est qu'un fusible. Nous sommes sur un plateau. Chrysostome n'est qu'un fusible. Chrysostome n'est qu'un fusible. Donc c'est Tidjane Thiam qui est fort. La défiance, c'est vis-à-vis de Tidjane Thiam. C'est Tidjane Thiam. La défiance, c'est pas vrai. Non, je n'inocule pas. Non, il ne faut pas inoculer. Non, il faut lire la déclaration d'Athanas. Vous ne pouvez pas minimiser cette crise de forte ampleur qui est en train de se passer au PDCI. Ça, il ne faut pas le nier. Vous ne pouvez pas non, pas du tout. Non, c'est pas de contre-vérité. C'est pas de contre-vérité. Merci infiniment pour vos analyses. Tidjane Thiam doit revenir dans son pays et prendre le gouvernement. Parce que le PDCI aujourd'hui sans boussole. Il n'y a pas de boussole, il n'y a pas de capitaine dans l'avion aujourd'hui, il n'y a pas de pilote dans l'avion. S'il vous plaît, il faut qu'on poursuive ce débat, messieurs. Je vais demander à tout le monde, s'il vous plaît, d'observer un minimum de discipline pour qu'on aille au bout de ce débat. Auquel cas, on sera obligé peut-être de mettre fin à cette émission. Donc, quittons maintenant Abidjan pour Dakar, où la situation politique continue de susciter de nombreuses interrogations. Il y a à peine 2 ans, l'élection de Bassirou Diomaye Faye à la présidence du Sénégal incarnait l'espoir d'une nouvelle génération politique portée par le mouvement de Ousmane Sonko. Mais aujourd'hui, les relations entre les deux hommes semblent se tendre au point que certains analystes évoquent un possible divorce politique au sommet de l'État. Cette énième éventuelle fracture, nous la développons après le décor planté par Davis Oyo. Le fossé semble se creuser un peu plus chaque jour entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Le samedi 7 mars dernier, le président sénégalais a présidé la première assemblée générale de la coalition Diomaye Président. Un regroupement qui lui a permis d'accéder à la magistrature suprême. Une coalition perçue par plusieurs Sénégalais comme une force alternative au PASTEF, parti créé par son premier ministre Ousmane Sonko. Le PASTEF est également le parti qui a porté Diomaye Faye au pouvoir. Mais ce qui a marqué plus les esprits, c'est le discours du président Diomaye Faye devant plus de 600 de ses partisans. Il a demandé à la coalition de continuer à rassembler un large soutien comme en 2024 et de préparer les échéances électorales futures. 2 autres points évoqués renforcent les doutes autour de l'idylle entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Le refus d'un souverainisme intégral et d'une justice des vainqueurs en référence aux démarches entreprises par le pouvoir pour juger l'administration Macky Sall. Autant d'éléments qui suscitent des questionnements pour bon nombre de Sénégalais. Est-ce la fin du duo Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko? Cette question revient encore sur ce plateau. On l'avait déjà traité quand il y a eu des prémices d'une crise entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye il y a quelques mois. La question, je vous la repose, messieurs, est-ce la fin du tandem Ousmane Sonko, Diomaye Faye? Bletson Mathieu. Non, pour l'instant, ce n'est pas la fin. Ça tient un peu, mais pas pour longtemps.
pas pour longtemps parce que les deux hommes sont arrivés à une étape où ils se préparent pour les prochaines élections. Sonko se prépare, Diomaye Faye se prépare et la possibilité qu'on les voit tous deux candidats l'un contre l'autre ou les deux contre plusieurs personnes est beaucoup plus grande maintenant parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, ils n'arrivent pas à régler leur crise interne. Il y a un Premier ministre qui prend des allures de président par moment. La dernière preuve, c'est la crise au Moyen-Orient. C'est Sonko qui a pris la parole et s'exprimer là-dessus. En principe, ça relève du président de la République. Mais comme il semble ne pas être d'accord avec le président, donc il a pris son autorité. Autre fait aussi, le président Diomaye Faye a essayé maintenant de formaliser la coalition qu'il a portée au pouvoir en nommant quelqu'un quelqu'une plus précisément que le Pastel n'aime pas. Donc en clair, ils sont partis vraiment pour ne pas s'entendre aux prochaines élections, c'est clair. Il y a les ambitions personnelles, il y a le passé qui les a unis parce que les deux hommes ont toujours évolué ensemble, ils ont partagé les crises, ils ont été virés des impôts ensemble, ils sont partis en prison ensemble. Diomaye Faye a toujours servi Sonko, il est le secrétaire général du PASTEF, il est le numéro 2, il a toujours servi Sonko. À un moment donné, c'est Sonko qui doit le servir. Ça, c'est pas très évident. Ne serait-ce que dans les entreprises, quand un chef de service est remplacé par son adjoint, ça ne se passe pas toujours aussi bien. Voilà. Donc c'est ce qu'on vit au sommet de l'État aujourd'hui au Sénégal. Ouais. Jérôme Dri, votre analyse, est-ce que finalement Sonko et Diomaye Faye vont se séparer sur ces derniers événements qu'on a pu constater au Sénégal? Oh oui, quand on voit l'enjeu et l'objectif des uns et des autres, les prochaines élections, il faut dire que ce tandem-là avait fait bluffer quand même en toute la vie. On avait fait allusion au tandem du Kremlin entre Dimitri Medvedev et Poutine. Et on s'était dit que ça allait continuer, mais quand on voit avec le développement de l'actualité, je crois pas que cette idylle-là puisse durer. Mais il y a quand même un précédent historique au Sénégal à ce tandem-là. Quand on revient, on va un peu dans l'histoire, dans les années 62, il y a eu quand même le tandem Mamadou Dia et Léopold Sédar Senghor, qui constituait Léopold Sédar Senghor qui était le président, et Mamadou Dia, à l'époque, qui était le président du Conseil, qui aujourd'hui est comme le Premier ministre. À l'époque, c'était un peu ce tandem-là, mais la crise de leadership, parce qu'à cette époque-là, Mamadou Dia avait quand même un charisme qui dépassait un peu celui du Senghor. Donc ça a créé les mêmes problèmes comme ça entre le président actuel et le Premier ministre. C'était ce qui s'est passé à l'époque. Et au finish, ils se sont séparés. Le président Senghor même a dû arrêter le Mamadou Dia. Donc quand on essaie de ramener ce passé-là à ce tandem aujourd'hui, on se dit que ils sont partis pour ne plus être ensemble. Parce que le président sortant, je pense que ce ne serait pas celui qui laisse la place à Sonko. C'est pourtant l'accord de départ. Pourtant l'accord de départ. Certaines analyses disent, comme on le disait pendant les élections, Sonko, Diom mort Sonko. Aujourd'hui, Diom mort Sonko est devenu, ça a changé carrément. Sonko essaie de prendre sa voix, Diomaye Faye aussi prend sa voix, mais il faut regretter cela parce que on avait vu quand même un bon tandem qui allait maintenir la présidence durant des années. C'était ça l'accord du départ, mais aujourd'hui, à l'allure où les jours vont, je pense que le PASTEF, Diomaye Faye va tourner le dos au PASTEF, alors que Sonko, lui, veut renforcer le PASTEF pour aller aux élections prochaines. Et ça sera difficile pour que les deux personnalités aient encore la même vision. D'accord. Saint-Claver, est-ce que finalement Sonko et Diomaye Faye ne vivent pas le syndrome des alliances hypocrites, comme on le connaît en politique ici en Afrique? C'est clair, ce que vous dites. Vous voyez, on va pas à pas vers une crise ouverte qui va opposer les deux personnalités, de mon point de vue, à la prochaine élection présidentielle. Diomaye Faye est focalisé sur la coalition Diomaye président. Et Sonko, lui, il est focalisé sur, comme il a dit tout à l'heure, le PASTEF, le renforcement du PASTEF. Il faut que le PASTEF prenne les devants et puis après les autres pourront graviter autour. Je le dis parce qu'il fut un moment où Diomaye, concernant mettant l'accent sur la coalition
en sa faveur, où il a nommé une ancienne première ministre, Madame Touré, pour la restructuration. Et lui, aujourd'hui, il mise sur cette coalition. Et il le dit, nous avons gagné la présidentielle, nous avons pris le pouvoir avec cette coalition. Faites-moi confiance, nous allons exercer ce pouvoir avec la coalition. Et il apporte tout son soutien à la coalition. Est-ce que vous comprenez? Et de son côté, Diomaye, lui, aujourd'hui, avec ses militants, il cherche à renforcer de plus en plus le PASTEF. Et les élections, il y a des élections locales qui arrivent bientôt. Et ces élections locales-là... C'est Sonko qui renforce le PASTEF. Oui, Sonko qui renforce le PASTEF, excusez-moi. Et pour les élections locales qui arrivent, Diomaye, lui, il mise sur la coalition. Diomaye président. Diomaye président. Et le PASTEF, lui, il veut positionner uniquement tous les militants issus de ce parti. Donc, c'est vraiment cette alliance qui ne se démontre pas véritablement dans les faits à ce moment-là, qui risque de s'effriter au fur et à mesure et connaître un schisme dans les jours à venir. Donc, bien clairement, est-ce que Sonko, en adoubant Diomaye pour la présidentielle, qui a été remporté, est-ce qu'il considérait que Diomaye, c'était une sorte de transition, le temps que lui, sa situation soit véritablement réglée pour qu'à la présidentielle suivante, il se présente. Mais bon, il semble que on est en politique. En politique, il ne faut jamais penser que celui que vous mettez là, il va vous faire la passe. Pour la lutte de pouvoir, c'est clairement cela. Et c'est ce qui, aujourd'hui, amène certains à dire que les plans B qu'on a souhaités en Côte d'Ivoire par le passé, on est en train de voir comment la finalité de ces plans B-là, comment ça arrive. C'est bien compris. L'exemple du Sénégal nous le dit ouvertement. Lansine Bakayoko, comment vous interprétez cela? Parce que Diomaye Faye et Ousmane Sonko, alliés d'antan, aujourd'hui, à seulement 1 an et quelques mois d'exercice de pouvoir, sont en train d'arriver à une possible discorde ou une possible séparation. Comment vous interprétez cela? Est-ce que finalement l'opposition ne va pas en profiter pour se positionner? Bon, vous savez, si c'est vous qui aviez commencé cette émission, vous l'aurez su. J'ai toujours dit ici que ce duo allait voler en éclats et qu'on allait toujours être dans une position de duel. Parce que les luttes de pouvoir ne sont pas transférables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire par progrès. Il n'y a pas d'angélisme en politique. Et donc, il était quand même utopique, presque onirique, que Diomaye Faye écoute, et pour parler comme certains, écourta son mandat pour donner l'autre morceau à son mentor, Ousmane Sonko. Ou même face à un seul mandat. Oui, c'est ça que j'appelle écourter, parce que potentiellement, il doit faire 2 mandats. Mais il fait un mandat et il dit, bon, moi je m'éclipse pour que l'autre prenne. Je crois que ce n'est pas tellement un conflit, genre dans la gouvernance, il faut une certaine homogénéité. Pas du tout, à mon avis. Il s'agit plutôt d'une lutte de pouvoir, de personnes. Chacun veut être le champion de la caravane Sénégal. Et donc aujourd'hui, clairement, il va sans dire que cette affaire va se terminer dramatiquement. Parce que je ne vois pas comment, surtout que Ousmane Sonko, qui a une certaine sorte de légitimité populaire, est sous le coup d'une condamnation qui l'empêche, si rien n'est fait, de candidater. Et je crois que Diomaye Faye peut jouer sur ce levier. Montrer une certaine, sans attirer l'attention des autres, en disant, moi, je n'interfère pas dans les affaires de justice, la justice est indépendante dans mon pays, et laisser la justice suivre son cours. Parce que ça a déjà créé une sorte de distorsion entre les 2 personnalités du Sénégal. Mais ce que moi je peux dire ici, c'est que Ousmane Sonko n'accepte pas le rôle qui est le sien. Parce qu'il est Premier ministre, mais il veut être Premier ministre, mais avoir les prérogatives du chef de l'État, président de la République. Blaise, on l'a dit tout à l'heure, il a fait des déclarations. Il est rentré dans des domaines qui sont des domaines réservés au chef de l'État. Mais lui, il y est entré. Et quand tu le vois, c'est un Premier ministre, mais une certaine suffisance dans son discours qui montre clairement que c'est lui qui a le gouvernail et il prend
ils considèrent le président en exercice comme quasiment un pantin. Est-ce que ce n'est pas légitime qu'ils soient en train de réclamer plus de pouvoir parce qu'il a porté le PASTEF? Non, ce n'est pas ça. C'est un rapport entre le peuple et un individu. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'a pas les moyens. Ça, c'est ce qui se dit dans la population, mais sur quelle base légale? Il n'y a pas de base juridique, il n'y a pas de base légale qu'ils disent que c'est moi qui t'ai offert le pouvoir. Non, nous savons que Diomaye Faye est allé au contact des populations et la population lui a donné son suffrage. Je crois que c'est ce que l'histoire va retenir. En tout cas, l'histoire juridique va retenir. Ce n'est pas l'histoire populaire qui va retenir que le faiseur de roi, c'était Ousmane Sonko. Oui, on pourra le dire, mais nous retenons que Diomaye Faye est allé au contact des populations et il a remporté les élections. Mais je crains que l'objectif de Ousmane Sonko ne puisse être atteint. Moi, je n'y crois pas. Je pense que Diomaye Faye, quitte à perdre le pouvoir, en tout cas le PASTEF, quitte à ce que le PASTEF perde le pouvoir, mais je crois que c'est vrai, l'opposition aujourd'hui n'a pas un candidat assez représentatif, mais le Sénégal s'est en généré. Madouba, qui est le candidat putatif de l'opposition aujourd'hui, n'a pas, à mon avis, la carrure pour faire front à ce duo. Mais je pense que dans les prochains jours, il va y avoir un schisme et je crois que le leadership même sénégalais va s'effriter dans le sens d'une démission du Premier ministre Ousmane Sonko. Jérôme Dri, est-ce qu'une fissure entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye va désunir le PASTEF? Pourquoi pas? Ça peut désunir le PASTEF, mais cela ne va pas altérer quand même le leadership de Sonko. Sonko qui, vous voyez, dans ce jeu, on a deux styles de personnes qui se présentent. Il y a Diomaye Faye qui veut une gouvernance apaisée, institutionnelle, et de l'autre côté, vous avez Sonko qui est plus fougueux, lui, il veut organiser le pouvoir autour du PASTEF. Donc, ces deux styles-là s'affrontent au sommet de l'État. Ils cherchent la bagarre partout. Ils s'affrontent au sommet de l'État, mais c'est pas trop juste aussi de dire que c'est pas Sonko qui est le faiseur du roi. On sait quel slogan Diomaye Faye a utilisé, Diomaye Sonko. Il est faiseur de roi, mais institutionnellement. Sonko, institutionnellement, c'est Diomaye, on connaît. Et ça a pesé dans la balance, il faut le dire, ça a pesé dans la balance. Parce que quand on essaie de voir, ça a pesé dans la balance. Il a pu à l'Assemblée, ça a pesé dans la balance. Donc aujourd'hui, il faudrait que, peut-être on dira que il faudrait que Diomaye Faye quand même fasse preuve de loyauté envers Sonko et essaie de voir comment il peut le ménager parce que même s'il demeure le président de la République, Sonko, il a ce charisme populiste qui est encore là et qui il maintient encore là. Même non seulement sur le PASTEF, même à l'Assemblée nationale, la plupart des députés sont acquis à la cause de Sonko. Il y a tout ça qui, l'un mis dans l'autre. Je pense que la bataille sera rude si vraiment Diomaye Faye veut injecter Sonko. D'accord. Datson Mathieu, quelles pourraient être les conséquences d'une fissure entre Diomaye et Sonko sur l'avenir politique du Sénégal? Ah oui, ça c'est une question que je trouve assez intéressante parce que dans l'analyse même de la crise qui unit les deux, indépendamment du fait que le pouvoir ne se partage pas, indépendamment des possibilités d'ego personnel, il y a le résultat sur le terrain, il y a la réalité des Sénégalais aujourd'hui. Et le PASTEF est au pouvoir, vous l'avez dit tout à l'heure, depuis au moins plus d'un an. Mais il n'y a rien qui s'est passé. Le PASTEF a succédé à Macky Sall, dont le programme a été à la limite approuvé par les Sénégalais. C'est-à-dire, vous arrivez à Dakar, j'étais il y a 2 mois, c'est un bel aéroport, c'est des belles routes, c'est des moyens de locomotion, de transport urbain modernes, sauf que Macky Sall voulait faire un 3e mandat. Donc, il y a eu une bonne population qui s'est liguée contre Macky Sall. Ça, ne pas comprendre cet élément dans l'élection du PASTEF, c'est un peu biaisé. Et les Sénégalais n'aiment pas cette affaire de 3e mandat. Ils l'ont dit à Wade et ils l'ont dit à Macky Sall. Donc, l'élection du PASTEF est d'abord due à ça. Ensuite, dans le PASTEF même, il y a eu 2 personnalités. Il y a un qui était en avant et il y a un qui était dans l'organisation. Conséquence, la dette que Bassirou doit
à Sonko n'est pas de la même évaluation que nous faisons. De loin, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a conquis son parti, qui a tout fait, et puis au dernier moment, par générosité, aller chercher un monsieur qui a fait de lui un roi. Non, non, c'est le parti, ils l'ont conçu ensemble, ils ont galéré ensemble, ils ont été vidés des impôts ensemble, ils ont fait la prison ensemble, et c'est de là-bas que Sonko a désigné Bassirou. Mais quand ils arrivent au pouvoir, quelle est la réalité ? Il y a leur rêve de populistes, de souverainistes. Ils ont leur programme, mais qui ne s'applique pas, qui ne peut pas s'appliquer. Et la première difficulté à laquelle ils ont été confrontés, c'est la dette extérieure. Lorsqu'ils ont découvert qu'une partie de la dette était à la limite cachée, Bassirou a voulu qu'on laisse tomber, d'autant plus que le pouvoir précédent a eu un accord avec le FMI pour financer l'économie. Mais Sonko est passé directement faire conférence de presse pour dire que Macky Sall a caché la dette. Conséquence, le FMI s'est retiré. Et la gestion de ce problème-là les a profondément divisés. Pour Bassirou, il faut adapter le programme du PASTEF aux réalités. Les rêves de souverainistes, les sorties du franc CFA, tout ça, ça ne marche pas et qu'il faut s'adapter. Intégrer beaucoup de cadres du PASTEF dans l'appareil de l'État, il faut s'en méfier parce que les cadres les plus formés sont pas au PASTEF. Le PASTEF, c'est un parti populaire. C'est comme à l'époque, l'ANC qui mène un combat. Quand ils arrivent au pouvoir, c'est même la principale raison pour laquelle ils sont partis chercher Mandela pour être président. Parce que Mandela a fait 27 ans en prison, mais en même temps, il y a depuis 27 ans, d'autres cadres ont mené la lutte. Mais quand ils sortent, les cadres au sein de l'ANC, c'est à mon nombre. Donc, la seule personne qui pouvait dire aux militants de l'ANC, bon, on a conquis le pouvoir, c'est vrai, mais on n'est pas parti à l'école, on n'est pas des investisseurs, travaillons avec ceux qui étaient au pouvoir. C'était Mandela, et Mandela l'a fait. Et ce problème qui se pose là-bas, aux prochaines élections, ce que, à mon avis, c'est ce que je cherche à jouer. S'il vous plaît. Voilà, Sonko connaît le programme, le résultat du passage sera nul. Ça, il ne faut même pas. Ils n'ont lancé aucun chantier, ils n'ont aucun prévu. Ils sont en train de gérer le quotidien, comment payer les fonctionnaires. Et jusqu'à la fin des élections, les Sénégalais de leur demander mais vous avez pris le pouvoir pendant 5 ans. Non, 2 ans quand même du pouvoir. Hein. C'est 2 ans. Non, moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Les chantiers de l'État prennent du temps. Tu ne peux pas, depuis 2 ans, tu es au pouvoir, tu n'as même pas de prévision, tu n'es même pas en train de lancer, de penser, de chercher le financement d'un projet. En quelle année tu vas l'avoir et en quelle tu vas lancer le projet. Donc c'est pour ça que je dis que d'ici la fin de leur mandat, leur bilan risque d'être difficile. Et donc Sonko, qui est plus politique en fait, cherche à sortir de cette affaire-là. Il cherche à sortir de cette affaire. C'est bien compris. Saint-Claver Oula, le Sénégal est perçu comme un pays avec un certain exemple en termes de politique. Ces remous à la tête du pays ne vont pas effriter un peu l'image de ce pays qui est très exemplaire en termes de politique. Bon, l'image du pays vis-à-vis de qui? Je pense que Sonko, il a déjà... En 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, Sonko a déjà affiché ses différentes positions. Le programme sur lequel le PASTEF a été élu, lui, il veut mettre en application ce programme. Mais là, il a Diomaye qui veut être plus fin, plus diplomatique. Sonko, il dit... Nous sommes arrivés, nous avons découvert des détournements massifs et autres, tout ça. Les auteurs, il faut les arrêter pour les juger. Il faut essayer de mettre la main sur leurs biens et tout ça. Ben, c'est de ça qu'il parle. Il parle de souverainisme. C'est sur ce point-là aussi, la population, une grande partie de la population sénégalaise a été réceptive. Et la preuve, la dernière fois, vous avez vu la question sur l'homosexualité. C'est aussi un pan de souveraineté, c'est un symbole et c'est un symbole fort, un signe qui a été donné aux Sénégalais. Donc, Sonko, lui, sur cette base, il veut vraiment que les choses aillent très rapidement. Maintenant, il se heurte, comment dirais-je, à la position à l'autorité de Diomaye qui, lui, a véritablement les manettes en tant que président de la République. Bon, je pense que... Politiquement, Sonko, il a un peu plus d'avance, mais sur le plan de la gouvernance, c'est Diomaye qui aura, si Sonko, effectivement, il sort du gouvernement, s'il décide d'aller dans l'opposition, c'est Diomaye qui véritablement va répondre de sa gouvernance. D'accord. Lansine Bakayoko, est-ce que vous êtes toujours pessimiste quant à ce duo qui peut se reconstruire et puis perdurer dans le temps, ou c'est
votre analyse reste la même. Est-ce qu'il y aura Ousmane Sonko ou bien Diomaye Faye président pour le compte du PASTEF, où on assistera à une rivalité entre les deux têtes du parti? D'abord, on assistera à une rivalité, mais en réalité, ça dénote de l'échec du PASTEF. Et Blaise, on a dit quelque chose d'extrêmement important. Moi, j'ai l'impression avec lui que Ousmane Sonko, voyant l'échec de leur prise de pouvoir, cherche à se déresponsabiliser, à se débiner, à se désolidariser de cet échec et tenir Diomaye Faye pour ceux le responsable de l'échec et se donner une nouvelle virginité dans les perspectives des élections à venir. Ça se voit clairement. Or, tout le monde sait qu'aujourd'hui, et peut-être que ce n'est pas politiquement correct, mais on sait bien que Ousmane Sonko est en train de rivaliser dans la gestion du pouvoir il pense qu'il est en co-gestion avec Diomaye Faye. Ça se voit clairement. Parce que Diomaye Faye, non seulement il intervient dans des domaines qui relèvent des prérogatives uniques du seul chef de l'État, mais il fait des sorties qui sont parfois en porte-à-faux avec l'esprit et la lettre de ce que Diomaye pense. Donc lui, il est en situation de co-gestion. Mais il voit aujourd'hui que le populisme n'a pas payé. C'est pour ça que nous disons qu'il faut plus de lucidité quand on veut prendre le pouvoir. Partout où il y a du populisme, ça ne marche pas. Vous allez à Kinshasa, Félix Tshisekedi a fait du populisme, ça ne marche pas. Vous allez au Soudan, Riek Machar et son ami Salva qui ont fait du populisme, ça ne marche pas. Vous voyez, partout où on fait du populisme, ça ne marche pas. Et le Sénégal aujourd'hui, avec ces deux personnalités, ont tout fait pour dire aux Sénégalais ce que leurs oreilles veulent entendre. Maintenant, dans la pratique, dans la matérialité de cette politique, rien ne se fait. Blaise, on l'a dit, il n'y a aucun chantier qui est lancé, il n'y a aucune perspective de développement. Le Sénégal est toujours ce que Macky Sall a laissé. Et ça, c'est une réalité que de plus en plus de Sénégalais commencent à percevoir. Je pense qu'ils auraient dû mieux se préparer à la gestion du pouvoir. Et je termine par là en 30 secondes. Vous avez vu, Blaise, on dit quelque chose. En Afrique du Sud, ils ont fait du populisme, mais quand ils ont pris le pouvoir, ils ont cru qu'on prenait tout le monde à tout vent, à tout venant, on pourrait le mettre au gouvernement. Conséquence, moi j'étais à Pretoria il n'y a pas si longtemps, mais il y a des coupures d'électricité à Pretoria, mais c'est des choses qui n'ont pas existé du temps de l'apartheid. C'est la même chose qui se passe au Sénégal, où des gens ont fait du populisme. Aujourd'hui, ils sont à l'épreuve du pouvoir, ils n'ont pas appris un peu comme ce que le président Gbagbo a fait en Côte d'Ivoire. C'est bien compris. C'est la fin de cette émission. Merci à nos invités, Lansine Bakayoko, Jérôme Dri, Bledson Mathieu et Saint-Claver-Oula. Merci également à Davis Oyo pour les reportages. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre indéfectible fidélité. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Club de la Presse. Très belle soirée sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.